Bienvenue à La Confrontation. Aujourd'hui, on se penche sur une œuvre euh, absolument fascinante de la littérature arabe, un vrai monument de l'époque abbasside, Al-Bukala, le livre des avares, de l'immense prosateur Al-Jahiz. C'est un recueil d'anecdotes, de portraits qui nous plonge vraiment dans la psychologie de l'avarice au IXe siècle. Et en le lisant, on est face à une vraie question. Le dissident. Oui, une question qui divise les spécialistes en fait. Quand Al-Jahiz écrit ce livre, est-ce que son but est, disons, avant tout satirique? Est-ce qu'il veut se moquer, dénoncer un vice dans un but moral, pour éduquer? Ou alors, est-ce que son projet est beaucoup plus moderne, une véritable analyse presque scientifique d'un groupe social? Exactement. Et pour ma part, je suis convaincue que l'intention première est satirique. C'est une critique morale brillante, conçue pour faire rire et surtout pour corriger les mœurs. Le dissident. Et c'est là justement que nous divergeons. Car si le livre est drôle, ça c'est indéniable, je pense que le réduire à une simple satire, c'est passer à côté de son immense ambition. Pour moi, c'est une étude sociologique, psychologique même, bien avant l'heure. C'est une plongée presque objective dans un univers mental et complètement étranger. Je comprends l'idée, mais il me semble quand même difficile d'ignorer ce qu'El-Jahiz nous dit lui-même. Dès son introduction, il pose le cadre. Il affirme, noir sur blanc, que le but de son livre est la dissuasion et la réprimande. Il utilise les mots arabes ar-rad wa tanib. Et tout ça pour, je cite, l'utilité publique, al-manfa'a al-'amma. Le projet est donc explicitement correctif, il s'attaque à un problème de son époque. Pour lui, l'avarice est une sorte de maladie sociale, une coutume importée qui menace une valeur fondamentale de la culture arabe, le karam. Et le karam, ce n'est pas juste de la générosité. C'est un pilier de la société. Et Al-Jahiz voit ça se déliter. Son livre, c'est une arme pour défendre cette tradition. Le dissident. L'intention affichée, bien sûr. Mais un grand texte, vous savez, échappe souvent à l'intention première de son auteur. Ce qui me fascine, et c'est vraiment le cœur de mon argument, c'est qu'Al-Jahiz ne se contente pas de condamner. Il écoute. Il donne la parole aux avares. Et pas pour de courtes citations ridicules, non, pour de très longues argumentations. Ils ne se décrivent jamais comme des vicieux. Jamais. Au contraire, ils parlent de leur comportement comme d'une réforme, islahan, ou d'une saine économie, iqtisadan. Oui, une saine économie. Exactement. Ils se voient comme les vrais sages, les seuls rationnels dans une société de gaspilleurs. Et Al-Jariz, il est visiblement stupéfait, intellectuellement captivé, par ce qu'il appelle cette composition contradictoire, atarkib montadad, c'est-à-dire ce mélange d'intelligence acérée, capable de construire des raisonnements impeccables, et d'un aveuglement total sur les conséquences sociales de leurs actes. Ça, ce n'est pas le regard d'un moraliste qui a déjà son jugement tout fait. C'est celui d'un analyste face à un paradoxe humain. Mais avouez que le livre est d'abord incroyablement drôle. Et ce rire, il n'est jamais innocent, il est toujours dirigé contre les avares. C'est une arme sociale. Prenez l'anecdote absolument géniale de ces habitants de Merv. Ils se cotisent pour une lampe commune. Un soir, l'un d'eux refuse de payer sa part. Que font les autres? Ils ne le chassent pas, non? Ils lui bandent les yeux pour qu'il ne profite pas de la lumière, tout en le forçant à rester dans la pièce pour qu'il ne puisse pas dire qu'on l'a exclu. C'est d'une logique implacable et complètement absurde. Le but est de provoquer le rire à leurs dépens, de les rendre ridicules. C'est la définition même de la satire, n'est-ce pas, Ram? Le dissident. Drôle. Oui, bien sûr. Mais la question c'est, d'où vient ce rire? Est-ce de la caricature, comme vous le suggérez? Ou est-ce que le rire naît, au contraire, de l'exactitude clinique de l'observation? Est-ce qu'El-Jahiz ne nous montre pas simplement, avec une précision d'entomologiste, jusqu'où leur rationalité peut aller? C'est ça qui est troublant. D'ailleurs, restons sur cette histoire de lampe. Ailleurs dans le livre, il rapporte un débat incroyablement détaillé présenté avec le plus grand sérieux pour savoir quel type de lampe est le plus économique. En pierre, en céramique ou en verre. Et les arguments fusent. La céramique, ah non surtout pas, elle est poreuse, elle transpire l'huile. Le verre, ah le verre c'est le sommet. Pourquoi? Parce que non seulement il ne transpire pas l'huile, mais en plus il est transparent. Donc la lumière se réfléchit sur ses parois et selon eux, ça double la luminosité sans coût supplémentaire. Ce n'est pas une blague qu'il invente, il rapporte un débat technique. L'humour naît de l'absurde du réel, pas de la caricature.
Je vois, mais cette précision même, cette rationalité poussée jusqu'à la folie, n'est-ce pas justement l'outil le plus fin de la satire? En détaillant leur logique obsessionnelle, il en expose la vacuité. Il n'a pas besoin de dire « ils sont fous », il nous le montre. Prenons un autre exemple, peut-être le plus célèbre, le personnage de Moudadia Al-Anbariya. La scène est incroyable. On lui sacrifie un mouton pour l'Aïd, un acte de partage par excellence, et elle se lance dans une démonstration hallucinante de recyclage intégral. La viande pour le repas, bon, la peau pour faire une outre, la graisse pour la lampe, les os pour le feu. Et le summum, le plus choquant pour le lecteur de l'époque, le sang, qui est une souillure, elle l'utilise pour tanner des peaux. Rien ne se perd. Pour vous, c'est peut-être une observation, mais pour moi, l'intention est claire. Provoquer le rire et aussi un certain dégoût. Il pousse le trait pour montrer à quel point cette économie est une perversion. Le dissident. Je n'y nie pas l'effet de dégoût. Mais là encore, je suis frappé par l'ambivalence du regard. Il la décrit avec une telle minutie qu'on sent chez lui, non pas seulement de la réprobation, mais aussi une forme de fascination. Il regarde une experte en gestion de ressources à l'œuvre. Elle a un savoir-faire. Il est à la fois moraliste et scientifique. Et cette rationalité, on la retrouve décuplée, élevée au rang de philosophie, dans la fameuse lettre de Saïd Naroun, qui est peut-être le cœur du livre. À la lettre de Saïd Naroun, pour moi, c'est le sommet de la mauvaise foi et la preuve ultime de l'intention satirique d'El-Jagiz. On a un haut fonctionnaire qui écrit à ses cousins pour justifier son avarice. Et ce n'est pas une excuse, c'est un véritable traité. Il détourne tout, la philosophie, la poésie et surtout la religion. Il va jusqu'à se comparer au calife Omar ou même au prophète Mohammed en disant « le prophète lui-même rapiéçait ses sandales ». Il crée une fausse équivalence scandaleuse entre l'humilité du prophète et sa propre obsession maladive. C'est une perversion intellectuelle. Et si El-Jagiz inclut ce très long texte, ce n'est pas par respect pour sa pensée, c'est pour que Sall se condamne lui-même par ses propres mots. Il lui donne une tribune pour qu'il s'enfonce tout seul. La satire est d'autant plus... Le dissident. dévastatrice, oui. Mais c'est justement ça qui est si troublant, le fait qu'El-Jagiz se taise. Il ne livre le texte brut. Des pages et des pages d'une argumentation brillante, cohérente. Il n'intervient pas, il n'ajoute pas un seul commentaire ironique. Il laisse Sahel ibn Haroun déployer la meilleure défense possible de sa vision du monde. Pourquoi ferait-il ça s'il voulait juste le ridiculiser? Non, je pense que cela témoigne d'une démarche d'une modernité intellectuelle incroyable. Il est fasciné par la capacité de l'esprit humain à construire un système de valeurs alternatif. Il ne nous montre pas un monstre ridicule, il nous montre un penseur. Il nous force à nous confronter à sa logique avant de la rejeter. Prendre au sérieux une logique qui justifie de laisser ses proches dans le besoin. Là, j'ai du mal à vous suivre. Il faut confronter cette impression à l'intention que l'auteur a martelée au début. Il nous a donné le mode d'emploi. Il écrit, et je le cite à nouveau, « Pour montrer comment les avares se sont opposés à la vérité et ont contredit les nations, anadu al-haq wa khalafu al-umam » Son but est didactique. Il veut réaffirmer la norme sociale contre une déviance. Tout le livre est une démonstration par l'absurde de la supériorité du karam. L'ignorer, c'est prendre le risque d'un contresens total. Le dissident. Je ne crois pas que ce soit un contresens. Je crois que c'est reconnaître la complexité d'un chef-d'œuvre. L'intention affichée dans un prologue, c'est souvent un cadre rhétorique, une concession aux conventions de l'époque. Mais la chair du texte, elle, va bien au-delà. Le projet d'analyse finit par déborder le projet de satire. Et la meilleure preuve, ce sont les questions qu'El-Jagiz se pose lui-même dans le livre. Il ne cesse de s'interroger sur la psychologie des avares. Il se demande, et je cite encore, « Qu'est-ce qui a corrompu leurs esprits? Khebbel okuleum. Et qu'est-ce qui a aveuglé leurs yeux? Akshatil kel absar. » Ça, ce ne sont pas les questions d'un moraliste qui a déjà toutes les réponses. Ce sont les questions d'un psychologue, d'un sociologue avant l'heure, qui cherche les causes profondes d'un comportement qui le déconcerte et le fascine. En somme, pour moi, et j'y reste attaché, le livre des avares est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la satire sociale. Al-Jahiz y manie l'humour et l'observation comme des armes pour critiquer une dérive morale. En exposant la prétendue logique des avares avec une précision chirurgicale, il ne fait que mieux en souligner l'absurdité pour réaffirmer avec force les valeurs de générosité. Le dissident, et pour moi, si l'œuvre a bien une dimension satirique, sa véritable force réside dans sa profondeur sociologique.
Al-Jahiz offre le portrait clinique et sans concession d'une sous-culture. Il prend leur rationalisation au sérieux, non pour les valider, mais pour explorer la psychologie complexe d'un comportement humain. Il ne juge pas seulement, il dissèque. Et c'est ce qui fait de ce livre une étude intemporelle sur l'homme. Finalement, peut-être que la richesse de l'œuvre tient précisément à cette tension. Le livre est si génial qu'il peut soutenir ces deux lectures. La question n'est peut-être pas de choisir entre satire et analyse, mais de comprendre comment Al-Jahiz arrive à être en même temps un moraliste engagé et un observateur distant. Le dissident. Exactement. Qu'on le lise comme une comédie mordante ou comme une enquête quasi scientifique, le livre des avares demeure une exploration vertigineuse de la manière dont les êtres humains justifient leurs actions et de la tension éternelle entre la logique individuelle et les valeurs collectives. C'est une œuvre qui continue de nous interroger et qui invite sans aucun doute à une exploration bien plus approfondie.